Bonjour Fadi. Bonjour Georges. Tu vas bien? Oh, ça va et toi? Mais ça va, ça va. Ouais. Voilà. Donc tu es c'est secrétaire général du PRCF? Alors national exactement, mais oui, oui, c'est la même chose, National, effectivement. pardon. Du pôle de renaissance communiste en France, j'en profite pour le signaler parce que il y a parfois des acronymes qui se ressemblent un petit peu, on va dire. Ah pardon, j'ai le micro coupé. Très bien. Alors, bon, tu as entendu qu'on parlait de la situation industrielle et économique et du chômage en France. Mm. Pedro disait que tu avais sûrement quelque chose à dire là-dessus. Euh, Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres du chômage qui tout à coup apparaissent en hausse? Bah, écoute, je vais prendre un seul exemple. Là, jeudi dernier, il y avait un meeting à Dunkerque, organisé par l'Union départementale de la CGT du Nord. Il y avait 300 personnes. Malheureusement, on n'a pas pu y aller parce que moi, je travaillais. Donc, c'était à 17h. Donc, autant d'aller à Dunkerque, c'était compliqué. Et c'était sur le sort d'ArcelorMittal en France. Il se trouve qu'il y a un mois et demi maintenant, ouais, quelque chose comme ça, a été annoncée la fermeture du site de Denain, dans le Nord. Alors, Denain, D-E-N-I-N, c'est pas très très loin de Valenciennes, enfin, c'est dans le même coin. On y a été à plusieurs reprises. Il y a les élus qui sont venus, hein, des élus locaux. Il y avait même Karim Adeli, l'eurodéputé écologie ELV, on va dire, bon, qui elle ne comprend rien à l'Union européenne. Hein. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et c'était quelque chose. Bon, bref, passons. Et voilà, et il suffit d'y aller, quoi. Il suffit d'aller sur le site de Denain qui va fermer. Et d'ailleurs, quand on y a été, ce qui nous a frappé, c'est que très vite, on s'est rendu compte que bon, bah, le site de Dunkerque, ça allait probablement exploser. Et d'ailleurs, ça va exploser beaucoup plus vite que prévu, puisque c'est Alain Legris de la Salle, qui est le responsable du site de Dunkerque, qui a clairement laissé entendre que ça pourrait fermer dès cette année, alors que c'était à l'horizon 2030. Donc, les fameux chiffres du chômage, sans même parler évidemment des drames humains que tout cela engendre. Hein. D'ailleurs, quitte à prendre un chiffre, c'est pas étonnant puisque pour l'année 2024, il y a quand même 66 000 faillites d'entreprises qui ont été répertoriées. Donc tout à coup, les chiffres du chômage explosent. Ben, en réalité, c'est pas vraiment une surprise puisque c'est la dynamique même que l'on constate nous quand on va sur les sites, hein, comme là pour ArcelorMittal. Il y en a d'autres. Hein, on pense à Fonderie de Bretagne, Michelin, Sopiquet. Je signale par parenthèse qu'il y a une grosse grève en ce moment dans laquelle nous sommes pas mal impliqués aussi, c'est celle de Thales. Chez Thales, il y a une grève incroyable où encore une semaine, 10 jours, il y avait plus de 2000 employés en grève, travailleurs en grève chez Thales. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que ça ferme à tout va dans tous les sens, même s'il y a quelques secteurs qui, a priori, s'en sortent un peu mieux, y compris Thalès d'ailleurs, hein, parce que l'armement a de beaux jours devant lui au regard des objectifs fixés par l'UE et par l'OTAN notamment. Très bien. Alors, je vois, il y a une question qui est posée par Hypatie. Est-ce que le PRCF, c'est avec Annie Lacroix-Rize? Oui, tout à fait. Elle est membre du Historienne Annie comité central. Lacroix-Rize. Voilà. Elle est membre du comité central. Elle était présente d'ailleurs aux 20 ans du PRCF là en octobre dernier bon bah effectivement elle joue son rôle à son niveau, notamment à travers tous les travaux de recherche qu'elle a menés, les ouvrages qu'elle a rédigés. D'ailleurs, un des ouvrages, je le rappelle, a été finaliste du prix Renaudot en 2020 et qui s'appelle, bah ça c'est intéressant parce qu'on parlait là de putréfaction du capitalisme, etc., et qui s'appelait La non-épuration en France, de 1943 au début des années 50, où elle démontre très bien que l'épuration est une vaste blague et qu'en réalité, il y avait une très très bonne entente. Enfin, une très bonne entente. Disons que les États-Unis, de toute façon, préféraient Pétain à De Gaulle, Giraud à De Gaulle, ça on le sait, et que bon, bah, De Gaulle lui-même savait très bien que s'il voulait reconstruire le pays, bah, il devait s'appuyer sur des cadres pas très fréquentables. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle démontre que l'épuration est plus un mythe qu'autre chose. Et alors, ce qui est intéressant pour l'anecdote, c'est que
ouvrage, je termine là-dessus, a été finaliste du prix Renaudot, et ceux qui l'avaient mis finaliste quand même, il y avait Becbédé et Gisbert. Donc c'est dire qu'on est dans une époque où tout devient possible apparemment. Alors, tu es venu aujourd'hui, Fadi, pour un sujet particulier, spécifique, pour nous parler du programme du nouveau Front populaire et ce qui serait efficace s'il était réellement mis en œuvre. Alors, peut-être as-tu vu que nous avions reçu ici David Kaila, qui est à la direction de la gauche républicaine et socialiste, la GRS, Ouais. et qui avait été un de ceux qui avait critiqué le programme du nouveau Front populaire en disant que c'était un programme absolument pas applicable, car ne s'intéressant pas à la production industrielle, et où il n'y avait même plus le mot de nationalisation d'entreprises stratégiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de ce programme? Écoute, un certain nombre de choses. D'abord, je signale un point important, c'est que lorsqu'il y a eu les élections législatives, alors effectivement, bon, il y a rapidement eu un programme, enfin rapidement, c'est vrai qu'ils ont été assez rapides pour mettre en place un programme. Nous, on n'a pas soutenu, on n'a pas appuyé, et on a même eu nos propres candidatures, puisqu'en réalité, nous avions anticipé dès fin avril une potentielle dissolution, ce qui fait que dès le dimanche soir à 20h15, on avait balancé, enfin une fois que Macron avait confirmé en quelque sorte, on a balancé tout de suite un message à l'ensemble des membres du comité central pour lancer notre démarche, avec nos mesures immédiates. Et évidemment, nos mesures immédiates, ce ne sont pas celles du NFP, puisque si on prend, et d'ailleurs j'avais réalisé pour l'occasion une vidéo pour dire bon, ce que serait qu'un vrai Front populaire, un vrai nouveau Front populaire. Et ce qui est frappant, c'est que si on regarde les conditions structurelles, il n'y avait pas une seule fois le mot euro, pas une seule fois le mot FMI, pas une seule fois le mot nationalisation, naturellement, pas une seule fois le mot banque. Bon, a priori, les banques, ça peut quand même être très utile pour financer l'économie. Bref, il n'y avait absolument aucune condition structurelle envisagée pour financer un tant soit peu le programme qui, si on le regarde comme ça et qu'on n'y connaît rien, on peut se dire bon, bah, a priori, c'est bon, c'est sympa, on promet l'augmentation du SMIC, on promet je sais pas quoi, bon. Sauf que les conditions structurelles ne sont absolument pas abordées. Or, les conditions structurelles, on les connaît. C'est le fait que nous ne contrôlons pas la monnaie unique, et pour cause. Nous ne contrôlons plus le budget. D'ailleurs, par parenthèse, la semaine dernière, il se trouve que le Conseil des ministres des Finances de l'UE, après la Commission européenne, ont approuvé le budget en préparation de la part du gouvernement Bayrou. Et évidemment, c'est un budget qui, comme d'habitude, va saigner un petit peu plus les différents acquis, par exemple sur les fonctionnaires. Je rappelle qu'on va passer à 90% je ne vais pas dire de rémunération, mais de compensation au lieu de 100% quand on est malade. Il ne faudra plus être malade. Alors je dis tout ça parce qu'en fait, le NFP n'envisage absolument pas ces conditions. Et dès lors, bah, en fait, il propose un programme qui d'ailleurs est en deçà de ce qu'avait pu proposer l'Union de la gauche en 1981, ce que François Mitterrand avait proposé. Il est donc en deçà du programme commun. Il est presque en deçà même de la gauche plurielle, plutôt la gauche plurien. Et à tout prendre, même François Hollande avait envisagé, alors on savait qu'il n'allait pas le faire, d'ailleurs il a capitulé au bout de 8 jours, rapidement, mais au moins envisageait-il de renégocier le fameux traité qui a établi la règle d'or. Bon. Bah là, il n'y a rien. Il est en deçà Forcément, du programme de la France insoumise de 2017. ah ben, ça n'a rien à voir. Je me suis amusé à relire le programme de la France insoumise justement là au mois de juin. Et j'étais assez stupéfait de constater à quel point, sur un certain nombre d'aspects, bah, le PRCF pouvait s'y retrouver. Puisqu'on parlait de la sortie du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, du plan A, plan B, on y croit, on n'y croit pas, bon, ça c'est encore un autre problème, mais enfin au moins c'était écrit. Bon, là, et puis la sortie de l'OTAN, accessoirement, puisque je rappelle qu'il n'y a même pas la sortie de l'OTAN dans le programme du NFP. Or, c'est pas un petit détail parce que peut-être que c'est quelque chose qui est passé assez inaperçu, mais il se trouve que Marc Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, enfin nouveau, il y a un petit moment maintenant,
a déclaré, il y a une quinzaine de jours, qu'il y avait trop de dépenses pour la santé, pour les retraites, pour la sécurité sociale, et qu'il en fallait plus pour le réarmement. Clairement, il l'a dit textuellement. C'est bien, donc en gros, mais c'est une vieille antienne. Je me suis retrouvé à débattre sur France 24 avec des gens qui me disaient clairement, maintenant il va falloir, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, il va falloir choisir entre un budget social et un budget de guerre contre la Russie. Et Mark Rutte a proposé à Davos, on en a parlé il y a quelques jours, la semaine dernière, a proposé à Davos que les pays de l'Union européenne payent des armements produits par les Américains envoyés en Ukraine. Oui, tout à fait. Directement. Tout à fait. Tout à fait. Oui, on est là pour financer. Or, le NFP estime qu'il faut assurer la livraison d'armes nécessaires à l'Ukraine, d'ailleurs. Au moins sur le sujet palestinien, encore que bon là c'est complètement hors saison, hein, parce que de toute façon avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui lui s'apprête à livrer Gaza et aller à Israël s'il le faut et à laisser la Cisjordanie être définitivement annexée, ce qui n'est pas étonnant. La logique même de la défense d'un État palestinien souverain, elle tombe à l'eau, mais sans même parler de ça. À la limite là-dessus ça peut aller, mais le NFP sur l'Ukraine est en dessous de tout. C'est pas trop défendu non plus que sous Biden. Hein. Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais d'ailleurs, c'est logique. Enfin, faut être logique, c'est assez évident. C'est-à-dire que les États-Unis, quel que soit le président qui est à la tête des États-Unis, c'est toujours la fameuse mission, destinée manifeste. Et puis, il y a les alliés inconditionnels comme Israël. Bon, voilà. Donc, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un certain nombre de militants pro-palestiniens aux États-Unis n'ont pas voté pour Biden. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément voté pour Trump. Il y en a certains, oui. Mais voilà, quoi. Clairement. Très bien. Alors, allez, je vais me faire l'avocat du diable avant de rentrer dans le détail. N'est-ce pas un combat picrocholin que le vôtre, membre du PRCF, alors qu'il faudrait unir la gauche pour nous défendre contre le fascisme, foin de tous ces détails, c'est secondaire, c'est du blabla, c'est du papier. Alors, au moins, la gauche doit se réunir pour combattre et faire triompher le bien contre le mal. Là, vous faites de la division, monsieur Kassem, en parlant de détails. C'est vrai. Unir la gauche, déjà, il faut voir de quelle gauche on parle. Nous, d'ailleurs, on parle plus d'alternative rouge et tricolore, ce qui est déjà un petit peu différent. Parce que, évidemment, si par la gauche, on entend le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, pour nous, ce sont des partis de droite. Donc, on risque pas de s'associer à eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que. C'est intéressant, Fadi. Dis-nous pourquoi est-ce que, rapidement, pourquoi c'est, selon vous, des partis de droite? Je pense que c'est intéressant. Parce que ce sont des partis de l'ordre établi. C'est-à-dire des partis qui défendent clairement l'axe OTAN, qui, dans le fond, acceptent le capitalisme. Parce que quand bien même ils nous parlent de programmes à base de oui, il faut la transition énergétique, etc., écologique, en fait, ils ne s'attaquent pas aux structures du capitalisme. Bon. Donc à partir de là, ils font partie globalement du parti de l'ordre. Et d'ailleurs, ils en font tellement partie que ça leur arrive de voter comme les macronistes à plusieurs reprises, comme même d'ailleurs le RN au Parlement européen, et de voter des livraisons d'armes à l'Ukraine, et de voter, je rappelle quand même aussi ces éléments-là parce que c'est important, de voter des résolutions anticommunistes, parce que le Parlement européen est champion de ces résolutions anticommunistes. Et le PS et Europe Écologie Les Verts, leurs élus les votent tranquillement, comme le RN. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des partis dans le camp des travailleurs, sans même compter le bilan calamiteux depuis plus de 40 ans de l'ensemble des politiques qui ont été menées par les différents gouvernements socialistes, avec dedans, malheureusement, parfois des ministres PCF, d'ailleurs. Ça, ils sont gentils, ils veulent sauver les pingouins. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ce serait déjà bien de sauver les travailleurs pour commencer, parce que là, les ouvriers, etc., eux, ils sont. D'ailleurs, ils ne votent plus, et c'est assez frappant de constater ce point-là, parce que tu parlais donc d'union de la gauche. Nous, c'est pas notre slogan dans le fond. Notre slogan, c'est l'alternative rouge et tricolore. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, il y a 4 sorties indispensables. On peut en rajouter une 5e d'ailleurs, parce qu'on pourrait parler de la France-Afrique. Mais avant de parler de ça, il y a la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Autrement dit, c'est un message qui se veut patriotique et populaire.
patriotique et populaire. Populaire, ce sont les ouvriers. Ce sont les ouvriers qui se font, je parlais d'ArcelorMittal, mais je peux parler de tas d'autres usines auxquelles on se rend pour justement faire du travail politique, hein, parce que si on attend les défilés syndicaux tous les 3 mois, ou de toute façon, la plupart du temps, il y a des permanents qui d'ailleurs s'en fichent littéralement de la prose qu'on distribue, bon, à partir de là, on ne va pas y arriver. Bon. Et puis patriotique, parce que de toute façon, et ça tu le sais très bien, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, quand Jaurès expliquait que de toute façon, la souveraineté nationale, c'est la base de l'émancipation sociale, oui, par définition. Donc on est sur cette alliance du drapeau rouge et du drapeau tricolore, et ça signifie quoi? Ça signifie qu'on peut s'entendre, par exemple, avec des partis gaullistes, ou qui se revendiquent du gaullisme social, hein, en quelque sorte, ou en tout cas de partis qui clairement combattent le néolibéralisme, tout en voulant sortir donc de l'euro, de l'UE, de l'OTAN. Alors, cependant, il y a quand même une limite pour nous. Qu'on le veuille ou non, il y a une dynamique de fascisation. En Si tout je peux cas, me permettre, ça, oui. si je peux me permettre, Jean Jaurès disait la République, c'est le droit à chaque homme d'avoir sa part de souveraineté. Une très belle phrase, très intelligente. Et sur le 5e sortie dont tu parlais, d'Afrique, les Africains sont déjà ils sont déjà en train de s'en occuper, les Africains. Ah, bien sûr. Donc ça, il y a pas évidemment. Il faut avouer que comme les intérêts nationaux, si on peut appeler ça comme ça, sont en dessous de tout, sont complètement en train de s'écrouler par définition. Bon, même s'il y a quand même quelques petits empires comme l'empire Bolloré qui essaye d'avoir quelques petits avantages au Cameroun ou ailleurs. Mais de manière générale, derrière le terme de France-Afrique, c'est le néocolonialisme. En fait, c'est le néocolonialisme. Et là, à ce sujet, c'est pas la France-Afrique, puisque c'est la France, mais le néocolonialisme, c'est aussi avant tout dans nos territoires ultramarins, que l'on songe à Mayotte, que l'on songe à ce qui se passe en Martinique, etc. Autrement dit, c'est le rapport d'exploitation, hein, le rapport d'exploitation qui existe vis-à-vis des populations locales à tout point de vue. Ce qui s'est passé à Mayotte, ou ce qui se passe en ce moment en Martinique avec toutes les manifestations, c'est assez spectaculaire, c'est assez frappant. Donc nous, c'est pour ça qu'on estime que dans le fond, on veut s'allier aux forces qui déjà veulent affronter l'axe OTAN, avec l'objectif de rompre avec le capitalisme, je l'ai dit, mais aussi, ça c'est important, de combattre la fascisation. Parce que la fascisation, ça existe. Nous n'avons pas dit le fasciste en tant que tel, puisque bon, un régime fasciste a des caractéristiques. Mais il y a une dynamique de fascisation. Il suffit de voir d'ailleurs quelles sont les forces politiques qui ont le vent en poupe et qui sont faussement patriotiques. Moi, j'insiste dessus parce que, bon, effectivement, on peut toujours dire fascisme, ceci, cela, est-ce que Musk a fait un salut nazi ou non? Bon. Mais derrière ça, ce qui est important, c'est de voir que ce sont des forces qui, en réalité, ne veulent pas, par exemple, sortir de l'UE, ne veulent pas remettre en cause l'OTAN, ne veulent pas, en fait, donner, comme tu le disais, la souveraineté aux individus, aux travailleurs. C'est pas du tout leur truc. Et d'ailleurs, sont d'excellents défenseurs, Musk en est un spectaculaire exemple, du capitalisme en mutation. Bon, là, on ne sait pas trop. Il y a une mutation extraordinaire en termes de rente, en termes de technologie, etc. Donc, ces gens-là, il n'y a pas grand-chose de patriotique. Parce que, d'ailleurs, c'est ce que disait Georges Politzer, hein, la nation, en définitive, c'est le peuple. Alors, dans le programme, certains qui critiquent également le programme du nouveau Front populaire considèrent que c'est un programme en fait pour une catégorie particulière de la population, les fonctionnaires qui votent pour cette gauche-là, et que le sujet principal, c'est de la redistribution, le problème étant la production. Oui. Oui. Non, mais tu vois, j'ai une anecdote de ce que tu viens de dire. Le 5 décembre 2021, et ça, moi, ça m'avait interpellé encore plus que tout le reste dont on vient de parler. Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting à Nanterre. Bon. Et en gros, il est en train d'expliquer que dans le fond, ce qui compte, c'est que les gens consomment, et texto, hein, c'est ce qu'il disait, et l'industrialisation, etc. Bon, c'est du blabla, on s'en fout, littéralement. Voilà. Bon, je veux dire, mais... Ça m'avait marqué, ça faisait partie des retournements étranges du personnage. Ouais. Voilà. Mais même, j'allais finir la question. Donc, oui, bon, tu viens de le dire, il y a un souci lié à la production, mais c'était même sur cette idée de taxation des riches.
pourquoi pas? On a dit tout à l'heure qu'on a le record d'enrichissement des riches, Oui, bien sûr. d'augmentation du nombre de millionnaires. On bat de très très loin les Russes. C'est bon, c'est pas un très bon indicateur. Et les Américains, qui sont à plus 175 d'augmentation de la fortune de leurs plus riches. Nous, on est à 467. Une détention de 43% du PIB par ces 500 plus riches, bon, c'est quand même un accaparement de la richesse nationale flagrant. Et moi, j'avais trouvé très enfantin dans le programme du NFP la taxation. Ah, on est taxé. Mais ça, ils n'ont pas l'air de comprendre le mécanisme même du capitalisme financier transnational. C'est-à-dire que moi, je vois comment taxer quelqu'un dont l'usine est en France et avec qui on négocie, mais quelqu'un dont les avoirs sont à Singapour, à Hong Kong ou à New York, par quel mécanisme compte-t-il taxer? Or, ça a l'air de plus être incantatoire, à de faire plaisir à des gens qui ne réfléchissent pas en fait à comment faire. Mais justement, par rapport à ça, moi j'ai une autre anecdote à te donner, c'est pour te montrer quand même à quel point il y a un travail considérable à réaliser de ce point de vue-là. On parlait tout à l'heure de chômage, de travailleurs. Il y a 10 jours, 2 semaines, il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Un mardi à Lille, il y avait un rassemblement de la Confédération paysanne, hein, parce que les agriculteurs, les paysans d'ailleurs de manière générale, bon. Et pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on est arrivé et qu'on leur demandait, bon, c'est quoi vos revendications? Alors, en gros, bon, on veut une hausse des salaires, etc. D'accord. On veut qu'il y ait une taxation des produits aux frontières. Ah oui, d'accord. Et comment vous faites? Bah ouais, bah on va faire ça au niveau de l'Union européenne. Ah bon? Bon, bah, alors, il va falloir que vous nous expliquiez ça, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas au courant que en réalité, bah, comme c'est un espace de libre circulation totale de tout, et que les capitaux circulent comme ils veulent, et que les marchandises circulent comme elles veulent, bah, vous pouvez rien faire. Bon, et bah, ce que tu as dit sur les capitaux, c'est exactement le même souci. Le pire étant qu'au passage, là, on parle de 2025. En 1936, puisqu'on parle de Front populaire, lorsque Léon Blum arrive au pouvoir, dès le mois d'août, c'est terminé. En fait, c'est terminé pour une bonne raison, c'est qu'il refuse de bloquer la circulation des capitaux qui foutent le camp vers la Suisse. Parce qu'il fallait bien les capitaux pour financer les congés payés, 40 heures, etc. etc. Bon, terminé, c'est fini. Et on est en 1936. Donc forcément, en 2025, quand on dit on va taxer sans avoir le moindre contrôle sur quoi que ce soit, je ne sais pas comment ils vont faire les types. Enfin, si, je sais, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Donc clairement, mais le malheur étant qu'en fait, dans le fond, il y a un courant au moins implicite, hein, qui est toujours très altermondialiste dans le sens, oui, bon, on va faire la grande société mondiale, etc. On va pouvoir, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible puisque la logique même du capitalisme, c'est justement de pouvoir concentrer toujours à l'échelle mondiale en faisant éclater au maximum les éléments, on va dire ça, des protections. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant en soi, mais des protections dont les travailleurs peuvent se saisir pour affronter les forces du capitalisme. Je rappelle quand même que le MEDEF avait publié en 2012 un manifeste qui s'appelle Besoin d'air, AIRE. Voilà, c'est très clair, quoi. Donc à partir de là, si on est dans cette logique-là, si on repousse toujours la frontière, c'est un thème très américain, d'ailleurs états-unien, hein, en l'occurrence, repousser les frontières, et ben voilà, à partir de là, on ouvre un boulevard en fait pour ces forces-là. Alors, quel serait, selon vous, au PRCF, un vrai programme de gauche? Alors, par quoi commence-t-il? Alors, si j'ai bien compris, c'est les quatre. Je crois que j'ai bien compris, moi, et c'est pour notre auditoire. C'est les quatre sorties que tu as évoquées, et il me semble que pour vous, la sortie de l'UE, en tout cas de l'UE telle qu'elle existe, et la reconquête de la souveraineté sur la monnaie, le budget, sont des sine qua non. Ah oui. Oui, et d'ailleurs, ça veut dire qu'il faut mettre en place très vite des mesures d'urgence, notamment pour, en particulier concernant l'euro, hein, pour que soient mises en place
une monnaie nationale, hein, très clairement. Ce qui n'interdirait pas, au passage, qu'il y ait une monnaie commune potentiellement. Pourquoi pas? D'ailleurs, ça a toujours existé, enfin, ça a déjà existé, cette logique, hein. Une monnaie nationale et une monnaie commune pour les échanges internationaux, ça existait même dans la Grèce antique. Alors, on ne va pas remonter à la Grèce antique non plus. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment fondamental et ça nécessiterait aussi de prendre des mesures immédiates, comme par exemple, alors, il faut voir comment, mais le blocage des capitaux, de la fuite des capitaux, parce que c'est ça le grand danger. Dès que tu arrives avec un programme qui, voilà, bah, les capitaux risquent de foutre le camp. Alors, ça nécessite évidemment de réfléchir aux conditions techniques. Alors, nous savons qu'en France, nous disposons d'excellents ingénieurs, enfin, quand ils sont bien formés, hein, d'excellents ingénieurs, d'excellents responsables de tout ce qui est technologie, parce que c'est ça en fait qui va se passer. Ils sont Encore tellement une bien fois. formés qu'on nous les pique régulièrement. Ouais, oui, oui, exactement. Exactement, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'ils vont ailleurs parce que ça coûte cher. Enfin, je veux dire, on gagne un meilleur salaire ailleurs. Mais en tout cas, ça, ce sont des conditions sine qua non qui sont indispensables si on veut espérer reprendre la main sur tout simplement sur le budget, la monnaie. Quand on dit que l'argent est le nerf de la guerre, c'est pas pour rien. C'est quand même pas pour rien. Donc ça, c'est une condition fondamentale. Si on ne fait pas ça, en fait, on peut rien faire. Prenons la fonction publique. En gros, à part une ou deux fois, il y a eu un léger dégel, le point d'indice des fonctionnaires est gelé depuis 2010. Bon, puis ça va continuer. Donc le pouvoir d'achat, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, le niveau de vie des enseignants a baissé de 25%, hein, facilement ces 25-30 dernières années. Bon, donc c'est une réalité. Et parfois des collègues qui disent oui. Alors d'ailleurs, ils ne disent plus, hein, il faut savoir que les enseignants ne demandent même plus d'augmentation de salaire, c'est catastrophique. On en est à ce point-là. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si on veut dégeler ce point d'indice, ça signifie accepter de, comme le disent si bien les tenants de la novlangue, creuser le déficit, parce que c'est de la dépense publique, ce genre de choses. Bon. Et évidemment, avec les fameux 3% qu'il faut absolument atteindre, alors apparemment d'ici 2029 maintenant, hein, tout sera 2029, voilà, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Donc, si on ne sort pas de l'euro, déjà, pour commencer, la réalité, c'est que, comme l'avait très bien démontré Blast il y a 2 ans, je crois, dans une vidéo d'il y a 2 ans, c'est l'extrême droite qui en profitera et qui en profite déjà. En fait, c'est l'euro qui permet l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir parce que l'euro est une monnaie qui est faite pour faciliter la circulation des capitaux, les investissements avec recherche de rente immédiate. Et tu parlais tout à l'heure des milliardaires. Tout le monde, tu as dû voir le rapport Oxfam qui annonce que quand même la hausse des milliardaires, la hausse du montant de l'argent touché par les milliardaires en 2024, c'est de 2000 milliards. 2000 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus, en 2024. Bon, c'est normal. Oui, mais normal. d'abord, Fadi, les yachts et les avions privés, c'est cher. Oui. Il faut quand même avoir des sous. Et puis, il y a du ruissellement. C'est Emmanuel Macron qui nous l'a expliqué. C'est le ruissellement. C'est des premiers de cordée sur les derniers de cordée. Non, il n'y a pas ça. Non, moi je ne le vois pas trop sur ma feuille de paye, malheureusement. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas encore vu. Allez, Hypatie qui nous écrit dans un fil, tu m'étonnes que le PRCF soit invisibilisé comme République souveraine. Il faut que le souverainisme soit classé complotiste, extrême droite, etc. Oui, il y a un travail de délégitimation. Alors, si je peux, pour répondre à ça, d'abord, premièrement, il se trouve qu'en ce qui nous concerne, nous avons de plus en plus de contacts, d'échanges au sein de la CGT avec des bases rouges. Alors, pas avec Sophie Binet, hein, je dis bien avec des bases rouges, que nous avons un très bon contact avec un député NFP-LFI, parce qu'il est cheminot, syndicaliste cheminot à la base. Il s'appelle Béranger Cernon. Et il est plutôt sur nos positions. Nous avons de plus en plus, je l'ai dit, d'influence dans certaines bases rouges, comme par exemple Cédric Yechty, qui est le secrétaire de la CGT Énergie de Paris. Nous avons de bons contacts avec Jean-Paul Delescaux, qui est le secrétaire de l'Union départementale de la CGT du Nord, avec Olivier Matteux, secrétaire de l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Bon, déjà, outre le fait que ça ne soit pas trop l'extrême droite, a priori, hein, ces personnes-là,
Bon, ça, c'est une chose qu'on n'avait pas il y a quelques années. On monte en puissance de ce point de vue. Et puis, oui, le fait d'avoir un bon contact avec notamment un député, pas que, bah, ça nous permet d'exercer une influence. Et contrairement à ce qu'on peut croire, une influence qui nous vaut d'ailleurs d'être critiquée, notamment attaquée, c'est normal d'ailleurs, c'est la règle du jeu, notamment par le PCF. Parce que on va en parler du PCF aussi. C'est-à-dire que le PCF, quand on regarde son positionnement, notamment Fabien Roussel, qui, faut-il le rappeler, a été écrasé au premier tour des législatives dans une circonscription que le PCF tenait depuis 1962, c'est quand même dire où on tombe. Et ben, au sein du PCF, comme il y a une espèce d'idolâtrie vis-à-vis de Fabien Roussel, alors qu'il a des positions pas grand-chose de marxiste, par exemple, il se fait acclamer à l'université d'été du MEDEF, hein, où il explique qu'il est content d'être là, bon, bref, ce genre de choses. Bon, bah, à partir de là, forcément, nous, l'influence que l'on a, elle est pas très visible pour une bonne raison. C'est que déjà, il faut accéder aux médias aux ordres complètement verrouillés. Mais en revanche, si on va sur les terrains des luttes, si on va auprès des travailleurs, etc., alors là, pour le coup, notre influence se fait un peu plus sentir. Évidemment, c'est invisible. C'est invisible parce que de toute façon, on voit bien qu'à partir du moment où tu ne peux pas accéder aux gros médias qui parlent de toi tout le temps avec les éditocrates, etc., bah, ça devient plus compliqué. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans un certain nombre de bases, eh bien, les idées du PR circulent et du PRCF circulent. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui le démontre un peu, c'est que euh, lors du congrès confédéral de la CGT à Clermont en 2023, Martinez, pour la première fois de l'histoire de la CGT, a vu son bilan rejeté. Le bilan de la direction sortante a été rejeté par une majorité. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il se passe des choses au sein de la CGT. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est facile, hein, et puis il y a eu quand même le coup de massue des retraites, mais tout ça pour dire que non, on est capable d'avoir une influence, mais effectivement, si on ne parle pas de nous sur CNews, BFM, je ne sais pas quoi. Alors, tu as une réaction. Donc, Hypatie revient, elle dit dans le fil, ce qu'elle voulait dire, c'est pas. C'est très intéressant ce que tu nous as dit. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est que ceux qui parlent de défense de la souveraineté, Ouais, oui, autrement, de sortie de l'UE, intelligent, ne sont pas présentés, qu'ils ne parlent que d'Asselineau et de Philippot. et Et oui, justement, ça a un effet de décrédibilisation important et de mise à l'extrême droite bien sûr. de ceux qui défendent cela. Ce qui fait que tu te retrouves à dire ah ben on est pour récupérer la souveraineté monétaire, par exemple. Ah, vous êtes d'extrême droite. Tout à fait. Tellement que ça a D'ailleurs, fait peur, ça a même fait peur à Marine Le Pen quand même. oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, mais il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, parce que, alors, d'abord, un, c'est volontaire, hein, ça on s'en doute, et deux, quand même, il faut écouter un petit peu, j'ai envie de dire, ce que disent, par exemple, Philippot ou Asselineau, alors, Philippot, il marche par phase. Alors, il y a une phase, il est pour la sortie de l'OTAN, il y a une phase où il défend les libertés, là, il est dans la phase où il est devenu l'avocat d'Elon Musk et de Donald Trump, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Donc, lui, il marche par phase. Et je dis ça parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne parle pas de Frexit, mais dans le fond, quand on l'écoute bien, le Frexit, c'est pas forcément ce qui met toujours le plus en avant. Asselineau aussi, davantage pour le coup. Bon, mais à ceci près que bon, bah, Asselineau, il est pareil, il est isolé dans son truc, il veut être le seul qui porte le Frexit, alors qu'on sait très bien que d'une part, d'abord, c'est pas le premier en France, comme l'a dit un commentaire dans le chat, dès 2004, lorsque le PRCF est né, il est né sur cette base-là, donc 3 ans avant l'UPR d'Asselineau. Ça, à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il y a d'autres mouvements qui portent le Frexit. Il nous arrive de travailler, par exemple, avec le Parti de la démondialisation, qui prône le Frexit, Jacques Nikonov, bon, voilà, au sein de la CGT, etc. Il y en a également qui sont pour le Frexit. Alors, par contre, au PCF, non. Au PCF, c'est pas possible parce que, notamment pour Fabien Roussel, si on fait ça, bon, comme d'hab, on est nationaliste, on est je sais pas quoi, alors que c'est l'inverse. En fait, si on regarde l'histoire, les mots d'Europe et d'Occident, ce sont des projets qui ont été portés par les forces justement de droite identitaire, historiquement. On peut prendre les ouvrages des années 1920 et les projets d'ailleurs qui ont été mis en œuvre au nom de l'Europe. L'Europe contre le judéo-bolchevisme, l'Europe contre je ne sais pas quoi, voilà.
Donc c'est exactement l'inverse. En fait, c'est la construction européenne qui favorise les nationalismes agressifs. Et puis d'ailleurs, il suffit de voir l'évolution des forces politiques en Europe. Mais va expliquer ça à des gens qui croient que l'Europe, c'est la panacée absolue, etc. Alors forcément, l'Europe égale nationalisme, ou plutôt sortie de l'Europe égale nationalisme, donc guerre, donc extrême droite. C'est exactement l'inverse, en fait. Alors, quelque chose qui est lié à ce qu'on dit, mais pas directement, mais qui est intéressant, Recoptap, dans le fil, nous dit que j'ai calculé le pouvoir d'achat que j'avais avec mon SMIG du milieu des années 90. Actuellement, ça correspond à environ 2000 euros net, et c'est l'estimation la plus basse. Donc c'est le sujet de l'inflation cachée qui s'abat sur les prix des travailleurs, des Français du quotidien, sous couvert d'une non-inflation. Écoute, oui, vas-y. Non, vas-y. Non, tu voulais dire, vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour souligner ce qui est intéressant comme remarque sur le fait de la paupérisation lente, mais certaine, de toutes les catégories sociales, y compris maintenant les classes moyennes aisées qui commencent, même elles, à s'inquiéter pour leurs enfants. Pour elles-mêmes, ça va, mais pour leurs enfants, ça commence petit à petit à piquer. D'autant que alors quand je parle des classes moyennes aisées, je parle du petit notable, de celui qui possède l'appartement et une maison secondaire, qui a une belle voiture allemande, bon, ce genre de choses, donc considéré comme riche, mais dont les taxations Macron s'abattent sur lui aussi sévèrement, puisque l'impôt sur la fortune s'est maintenu sur l'immobilier. Donc tous ceux qui ont ce genre de personnes aisées, qui elles-mêmes commencent à avoir leur position sociale un peu remise en cause, y compris elles. Donc cette paupérisation qui s'abat sur la France. Bon, tu sais, il suffit que je regarde mon compte en banque. Malheureusement, il est de moins en moins positif et en ce moment, il ne l'est pas du tout. C'était un truc inimaginable il y a, allez, encore 5-6 ans. Juste 5-6 ans. Voilà. Et ben maintenant, c'est le cas. Donc, il faut faire attention. Et puis, si on prend les prix de l'immobilier, bah écoute, là où j'ai des amis d'enfance dans le sud, vers Perpignan, donc un petit village que tu connais d'ailleurs, le prix de l'immobilier a explosé. C'est-à-dire que les gens qui habitent là-bas, quand tu es né dans le coin, tu ne peux plus y vivre. Tu es obligé de partir à l'intérieur des terres, etc. Parce que c'est ce que c'est disent plus les jeunes possible. de Pyrénées-Orientales, puisque c'est ça dont tu parles. Mmh. C'est la même chose qu'en Bretagne. Les jeunes ménages n'arrivent pas à se loger parce que sur la côte, en particulier, l'immobilier a fait 2 ou 3 tours et ils ne peuvent pas suivre la musique. Tout à fait, tout à fait. Et ça, bah, écoute, oui, on le subit, on le voit. Moi, je suis enseignant agrégé, professeur agrégé. Donc agrégé, quand même, je suis censé avoir un meilleur niveau de vie. Mais honnêtement, si je ne fais pas 5 heures sup, ce que je refuse par principe, puisque normalement, on peut nous imposer 2 heures supplémentaires, par semaine, un 2 HSA, on appelle ça, et au-delà, on est en droit de refuser. Et malheureusement, de moins en moins de profs refusent pour une simple et bonne raison. C'est que, vu qu'il n'y a pas de réévaluation de l'indice du point d'indice, ben, il y a besoin d'argent. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, et c'est une politique volontaire menée par l'éducation nationale, en multipliant les heures supplémentaires, en fait, c'est un moyen détourné de ne pas créer des postes. Voilà. Parce qu'en fait, ça leur revient plus cher de créer des postes, et de surcroît, ça permet de faire des économies. On s'en doute, au moment où il y a l'attribution des classes, on se retrouve après avec des classes à 35 élèves. Alors on me dira oui, mais par le passé, il y avait 40-45 élèves dans les classes. Ouais, je veux bien, sauf que bah, on va dire que les élèves d'aujourd'hui ne ressemblent pas totalement à ceux d'il y a quelques décennies. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils ne sont pas capables de faire de bonnes choses, soit dit en passant. Mais tout ça pour dire que même un professeur agrégé, bah, ouais, c'est de plus en plus compliqué. On ne roule pas sur l'or, loin de là. Alors pour revenir au sujet initial, le nouveau Front populaire et son programme, la réalité, malgré la victoire du nouveau Front populaire en tant que coalition, victoire très relative, puisqu'il n'y a aucune majorité, tout le monde le sait très bien, c'est un jeu un peu de dupe,
à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune marge de gouvernement, encore moins que pour ce pauvre François Bayrou. Le vert galant, point 2 de Pau. On a un niveau de la gauche tout additionné, et comme tu dis, en additionnant y compris des gens qui, bon, sont pas franchement de gauche, qui est au plus bas historique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la situation dans l'Union européenne et la situation des dirigeants européens de l'extrême centre, qu'ils soient de gauche, de droite, du pur centre, est relativement mauvaise. La guerre en Ukraine a coûté très cher, en financement direct comme en coût sur l'énergie. On le voit pour l'Allemagne. Ça tourne mal pour le régime de Kiev. Je parle du destin des armes. En même temps, les États-Unis ont fait une offensive énergétique de Nord Stream jusqu'à la vente très très chère de leur GNL, et une offensive contre l'industrie européenne, en particulier allemande, mais aussi française, pour la délocaliser aux États-Unis. Guerre reprise par Donald Trump, qui lui n'y met qu'une couche supplémentaire de théâtre et de grossièreté, mais bon, en gros, c'est la continuation de ce que faisait Joe Biden. Une récession en Allemagne, une récession en Grande-Bretagne. Alors, c'est pas encore la récession en France, mais bon, on se demande s'ils ne jonglent pas beaucoup avec les chiffres. Oui. Chez les travailleurs, c'est déjà la récession. Il n'y a pas besoin d'attendre de chiffres. Et comme tu dis, des fermetures d'entreprises, d'usines en cascade, une fausse réindustrialisation, hausse du chômage, un mur de la dette, un endettement absolument colossal du pays, sans qu'il y ait eu d'investissement, sans que ce soit de la dette bonne au sens d'investissement productif, de politique keynésienne, et des gouvernements de plus en plus minoritaires. Ça, c'est la thèse de François Koch, qu'on reçoit ici régulièrement et qu'on salue. Oui, tout à fait. De coalitions improbables en Allemagne, ou comme on voit actuellement, de gouvernements qui tiennent de bric et de broc avec des fantasmes d'avoir des gouvernements qui vont du vert jusqu'à LR. Est-ce que ça peut, selon toi, tenir longtemps? Parce qu'il ne semble rien d'y avoir de positif et que tout est en train de craquer. Il y a 4 ans, 2021, début 2021, nous avions affirmé dans des articles que le pays était devenu désormais ingouvernable, absolument ingouvernable, dans les conditions actuelles, naturellement, et qu'une grande explication risquait de se produire. Alors, elle aurait pu d'ailleurs au moment des retraites, s'il n'y avait pas eu des trahisons classiques de l'intersyndicale, etc. Parce que les types, ils étaient prêts à y aller, c'est-à-dire, on l'a vu, les coupures d'électricité, blocage des trains, enfin, on était prêts à y aller. Bon, comme d'habitude, il y a eu le sauvetage orchestré par les meilleurs alliés, c'est-à-dire les confédérations, j'insiste, les confédérations, je ne parle pas des bases forcément, et qui d'ailleurs, ça n'a pas dû t'échapper, mi-décembre dernier, ont signé un appel avec le MEDEF, etc., un communiqué commun pour dire combien c'est important de stabiliser tout ça. Oui, il faut stabiliser parce que la situation est instable. Ça détourne un peu la question, mais c'est quand même très très fort ce que tu dis. Vous considérez que l'intersyndicale, CGT comprise, force ouvrière, n'ont pas joué le jeu et ont plombé les travailleurs. Il me semble que c'était 92% des actifs étaient contre donc, c'est-à-dire, y compris beaucoup de gens qui ont voté Macron, étaient contre la réforme des retraites, et en comptant les retraités, on arrive à 80%. Donc, pourquoi est-ce que l'intersyndicale, je le considérais de gauche, la CGT, quand même, les grands combats, pourquoi diable aurait-il sabordé une mobilisation facile? On se rappelle de 95, moi j'étais jeune, et toi aussi, et on avait participé à ce mouvement qui avait très très bien marché d'ailleurs. Tout à fait. Mais entre-temps... Pourquoi ils ont fait ça? C'est incroyable comme trahison. Parce que déjà en 1995, la CGT n'était pas membre de la Confédération européenne des syndicats. Ça fait déjà une petite différence de taille. Et que la ligne promue derrière l'intersyndicale, c'est la CFDT. C'est Laurent Berger qui est d'ailleurs devenu lui-même président de la Confédération européenne des syndicats. Je signale d'ailleurs que cette fameuse Confédération européenne des syndicats
avait eu comme invité d'honneur lors de son dernier grand congrès en mai 2023 une certaine Ursula von der Leyen. Comme ça, au moins, ça a le mérite d'annoncer la logique. Mais pour l'intersyndicale, non, il y a la volonté de dialogue social, de syndicalisme d'accompagnement, et je parle bien des confédérations. J'insiste, parce que Oui, même j'ai des bien bases de la compris, c'est CFDT, les chefs. et oui, oui, parce que même des bases de la CFDT étaient furax, hein, littéralement, même au sein de la CFDT. Et d'ailleurs, on constate une radicalisation, on va dire, j'utilise ce terme à bon escient, hein, évidemment, de manière, y compris au sein de certaines bases de la CFDT, au niveau de la métallurgie, par exemple, puisque, bah, comme on l'a dit, voilà, hein, ArcelorMittal, etc. Mais pour revenir à ce que l'on disait, en fait, la situation est explosive. Et je crois que Macron en a parfaitement conscience. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai été très frappé par ces anti-vœux, parce que pour nous, ce sont des anti-vœux qu'il a adressés là, le 31 décembre dernier, si on les compare à l'année d'avant. L'année d'avant, il insistait sur l'exception française, la fierté française, l'année des fiertés françaises avec les JO, je sais pas quoi. Bon, voilà. Et là, c'était un discours très lugubre, très sinistre, avec fuite en avant annoncée vers le réarmement, parce que, en réalité, même s'il essayait de donner l'illusion qu'il y avait du positif, lui-même n'y croit plus. Alors, est-ce que la situation peut se débloquer? À vrai dire, on ne peut jamais prévoir quand ça explose. Souvent, quand ça explose, c'est parce que ça part d'un petit truc totalement annexe. Je rappelle que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, que François Bayrou d'ailleurs cite allègrement, c'est pas un hasard, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, on parle souvent à raison de la taxe carburant, mais on oublie aussi un truc qui a été fondamental. Ça a été le fait qu'il y avait la proposition de baisser la limitation de vitesse sur les départementales de 90 à 80 km/h. Ce qui entraînait bien sûr davantage bon, bah voilà, de flash, bon, voilà. Un truc annexe. Et donc, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri, d'autant plus que de toute façon, tout le monde a parfaitement compris que quoi que l'on vote, autant le NFP n'a pas la majorité absolue, c'est sûr, autant on pourrait se dire légitimement, comme c'est la première coalition, qu'ils essayent au moins de former un gouvernement. Au moins. Et ce qu'on aurait bien voulu, nous d'ailleurs, parce que comme ça les aurait mis un petit peu au pied du mur. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes au pied du mur? Il faut savoir qu'au sein de la CGT, par exemple, même s'il y en a qui soutenaient le NFP, c'était avec de grosses pincettes et en expliquant que la moindre trahison serait sévèrement sanctionnée. Bon, ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que tout le monde se rend compte que quoi qu'on vote, c'est bloqué. Ce sera 49-3. Les élections, on s'en fout, on ne respecte pas le résultat. Je ne t'apprends rien en disant que dans quelques mois, il y a un anniversaire important avec les 20 ans de la victoire du non en 2005. Alors, on Donc, fera là, quelque chose de particulier. Cette année, on a les 120 ans de la laïcité, la loi sur la laïcité, tout à et les fait. 20 ans du référendum trahi de 2005 sur le TCE. Et les Et 80 puis, il n'y ans en de a la plus de sécurité référendum sociale. dans un système référendaire comme le propose, et la Ve République. Plus de référendum. Ils ont Ah, compris c'est la pas, leçon. bah oui, mais c'est pas possible parce que la politique appliquée, par définition, est une politique anti-populaire et anti-patriotique. Et quand Macron a dit qu'il allait consulter les Français, d'abord, il n'a pas dit comment. Il ne faut pas rêver qu'il ne le fera pas par référendum. Et surtout, il n'a pas dit sur quel sujet. Il a parlé de sujets fondamentaux. Et la question de l'appartenance de la France à l'UE est un sujet fondamental. Et d'ailleurs, c'est ça le verrou. Les verrous sont parfaitement huilés, les médias, l'OTAN, l'UE, les médias aux ordres, hein. Bon, bref, tout est. Et puis, bien sûr, ces fameuses élections où on arrive. Alors, maintenant, on arrive. Ça se retourne contre Macron, soit dit en passant. En réalité, la ligne qu'il porte, elle est morte. Et contrairement à ce qu'on croit, et j'aimerais terminer là-dessus, il n'y a pas 3 blocs, mais 4 blocs. Il faut insister sur le quatrième bloc. Il y a le bloc macroniste qui s'étiole progressivement, le bloc RN qui est un bloc en fait un peu trompeur, parce que c'est un bloc qui se compose à la fois d'un vote bourgeois identitaire et d'un vote populaire qui croit à tort que Le Pen veut sortir de l'euro et de l'UE. J'ai entendu des électeurs de la circonscription perdue par Fabien Roussel qui disaient que Le Pen, ouais, elle va sortir de l'euro et tout. Ils ne sont même pas au courant de ce qu'elle raconte. Il y a le bloc, on va dire, au NFP, et puis il y a le quatrième bloc, l'abstention. Il ne faut quand même pas oublier cette abstention-là, qui certes a été moins forte ces derniers temps, notamment parce qu'au moment du scrutin européiste, il y a eu tout un travail pour dire oui, il faut voter, il faut voter. Et ben d'ailleurs, il faut voter. Je vais donner un résultat de ce qui s'est passé. Quand on dit faut voter, ben on vote pour celui qui semble le plus en mesure d'écraser ou de vaincre Macron.
Eh bien, dans les Pyrénées-Orientales, le taux de participation était nettement supérieur à la moyenne nationale et le RN faisait des scores de 60 à 70%. Voilà, parce que les gens, ils veulent simplement se débarrasser de Macron, quand bien même, bon, bah, il se tromperait, parce que disons que c'est une tromperie, hein, le RN, on le sait très bien, Zemmour aussi, enfin tout ça, ce sont des tromperies. En tout cas, en cette année 2025, il faut voir ce qui peut se passer. Là, on a l'impression d'une léthargie, on a l'impression que la situation est complètement bloquée, qu'il ne se passe rien. Mais moi, j'aime bien ramener toujours, et j'adore montrer ce texte à mes élèves, un discours de Tocqueville, Tocqueville, qui, le 27 janvier 1848, explique pour la première fois depuis 15-16 ans, j'ai peur. En apparence, il ne se passe rien. Calme de surface, etc. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe au sein des classes populaires. Vous ne voyez pas les idées qui se répandent. Et vous ne voyez pas que nous nous endormons sur un volcan. Un mois plus tard, c'est l'explosion. Les abstentionnistes, premier parti de France, selon Léonard Michalon. Tu dois partir ou ça va? J'ai encore un petit peu de temps, parce qu'après, effectivement, il faut que j'aille travailler. Enseigner. J'ai le boulot, mais j'ai encore un peu de temps. Bon. Qu'est-ce que vous pensez au PRCF de Sarah Wagenknecht, de ce renouveau de la gauche en Allemagne qui ressemble, semble-t-il, à certains aspects à ce que vous proposez et qui provoque dressement des cheveux sur la tête de la gauche que tu dénonçais n'étant pas de gauche? Bah, sur certains points, il y a effectivement des convergences. Par exemple, la guerre, l'OTAN, bon, c'est pas son truc, encore qu'elle le dit pas aussi explicitement d'ailleurs. La question étant de savoir, pas sur la guerre, hein, mais sur l'OTAN. La question étant de savoir si elle le dit pas aussi explicitement, est-ce que c'est parce que c'est tactique ou voilà. Disons que pour nous, elle a réussi un truc, c'est clair, c'est qu'elle s'attaque à un électorat est-allemand en particulier, hein, parce qu'elle est d'origine d'Allemagne de l'Est. C'est pas un hasard. Elle a bien vu ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est après la chute de la RDA et l'annexion de la RDA par la RFA. Bon, elle a très bien vu que vers quelle formation politique se sont tournés ces ouvriers-là. Donc, il y a un certain nombre de sujets qu'elle évoque comme celui-ci, comme celui d'ailleurs de l'immigration. D'où, par rapport, par exemple, à la question de l'immigration, nous sommes très clairs. Lorsqu'il y a des travailleurs immigrés en France, sans papier, etc., ils doivent tous être régularisés. Je n'ai pas dit naturalisés, je n'ai pas dit régularisés. Ils doivent disposer des droits qui leur permettent de travailler, de vivre dignement. Et puis, s'ils veulent, et c'est souvent le cas d'ailleurs, s'ils souhaitent retourner dans leur pays d'origine, tout doit être fait pour pouvoir les aider à le faire dans des conditions de sécurité. Et d'ailleurs, ça veut dire que ce n'est pas que nous. En réalité, c'est un travail avec les pays de départ, avec leur pays d'origine, ça nécessite. Par contre, nous n'oublions pas une chose, c'est que ça, c'est pour les travailleurs immigrés, c'est-à-dire que nous devons les aider et qu'ils aient les mêmes droits, ça, il n'y a aucun problème. Mais l'immigration, c'est autre chose. L'immigration, c'est une politique. On ne parle pas de personnes, on parle de politique. Et ce n'est pas pour rien que le MEDEF, en particulier, est en faveur d'une immigration absolue, totale. Pourquoi? Parce que en monde capitaliste, et là c'est là où il faut rajouter le mot capitalisme, sinon le risque c'est effectivement de dériver sur d'autres choses. Mais lorsque l'on met le lien entre immigration et capitalisme, c'est une évidence. Il y a tout intérêt à avoir la fameuse armée de réserve. Et l'armée de réserve, ça fait la pression sur les salaires, etc. C'est ce que disait déjà Jean Jaurès. Hein. Jaurès disait ça, il n'y a rien d'incroyable. Nous, d'ailleurs, par parenthèse, il faut le signaler, nous sommes très impliqués dans les luttes des travailleurs sans papier. Et que demandent les travailleurs sans papier? Ils demandent des papiers. En fait, ils demandent des papiers pour pouvoir être déclarés au niveau de la sécurité sociale, de pouvoir avoir de bons salaires, etc. C'est ça qu'ils demandent. Et il se trouve que notre ligne, elle passe bien. On n'est pas là à être dans des espèces de sans-frontiérisme qui n'a ni queue ni tête. Et évidemment, on n'est pas à un inversement dans c'est la faute des immigrés, des travailleurs sans papier si rien ne va. D'ailleurs, j'ajoute qu'en réalité, c'est une blague cette histoire des travailleurs sans papier quand on y pense, parce que comment ne pas croire que ni le MEDEF, ni l'État, bourgeois, hein, enfin Macron, etc., ne sont pas au courant de la réalité de ces travailleurs-là. En fait, ils font exprès, ils organisent volontairement. Et c'est pour ça qu'un discours comme celui de Sarah Wagenknecht, avec lequel on peut avoir quelques divergences, je dirais qu'on est plus radicaux d'un certain point de vue, en termes de lutte contre le capitalisme, etc. Mais ça ne m'étonne pas qu'elle ait un succès de ce point de vue. Alors après, effectivement, pour aller vers où, ça on le verra bien.
Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce qu'elle a très bien compris que l'idée d'immigration, enfin la politique immigration, c'est fait pour foutre en fait en guerre les travailleurs entre eux, quelles que soient leurs origines. En revanche, je répète, pour des travailleurs immigrés, pour des travailleurs sans papier, quand ils sont présents, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et On y les accueille, on compris les aide. dans un travail européen avec les travailleurs détachés. Et ouais, oui, Ce oui, qui avait alors, été ses premières sorties d'ailleurs. C'était les usines dans le sud de l'Allemagne où elle avait noté le travail d'1 € de l'heure à l'époque avec des ouvriers légaux. C'était des Bulgares, des Roumains et tout un paquet déjà d'Ukrainiens qui se faisaient passer pour Bulgares, bon, ce qui n'était pas, mais bon. et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un commentaire parce que c'est exactement ce que je n'arrête pas de dire à mes élèves. Je leur dis, mais un émigré, mieux vaut dire un émigré d'ailleurs. En fait, c'est quelqu'un qui part de chez lui. C'est quelqu'un qui part de chez lui. Et pourquoi part-il de chez lui? Bah, c'est pas parce qu'il veut faire du tourisme, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Donc en fait, un émigré, il ne souhaite qu'une chose, normalement, c'est rester chez lui plutôt. Parce que quand on part de chez soi pour un autre pays, eh ben, on quitte sa famille, on quitte C'est ce ses que nous amis, dit on quitte Rico son Ptap. Il dit environnement. les migrants ne viennent pas par plaisir, ils fuient la misère, la guerre. Si on Ben cessait oui. de piller leurs ressources, ils resteraient chez eux au soleil. Et j'ajoute encore que le soleil de moins en moins, parce qu'il faut ajouter de plus en plus la réalité des migrations liées aux transformations climatiques et environnementales, qui sont absolument colossales. Et en plus, il faut quand même ajouter une chose par rapport à ces histoires de comme quoi il y aurait invasion ou je ne sais quoi. Je rappelle quand même que 4 migrants africains sur 5 migrent en Afrique même. Parce que quand même, les types, tant qu'on y est, ils préfèrent aller pas trop loin de chez eux pour pas être trop loin de leur famille, etc., que de traverser, prendre le risque de traverser la Méditerranée et d'y rester. Bon. Donc, en réalité, c'est une question qui, tant qu'elle ne sera pas abordée de ce point de vue, de manière bah, en fait matérialiste, hein, là on fait du matérialisme, tant que ce ne sera pas abordé de cette manière-là, là, les partis dits de gauche, qui sont à la ramasse globalement sur ces sujets-là, ils seront incapables de tenir un discours qui parlera à tous les travailleurs. Et de surcroît, c'est ça le Oui, pire, mais tu sais que c'est pour qu'en une partie de la gauche, c'est marqueur du fascisme, ce que tu dis. bah oui, mais alors là, dans ce cas-là, faut apprendre à lire Marx, faut apprendre à lire Jaurès, faut apprendre à lire tout ça, hein, ça c'est un autre problème. Me diras-tu, bon, tout est possible aujourd'hui quand on voit que comment elle s'appelle, Alice Weidel déclare que Hitler était communiste. Bon, voilà, on est dans une telle situation de confusion que en fait, il suffit que quelqu'un qui a une grande gueule ou un peu de notoriété dise n'importe quoi et ça passe, et ça passe. Mais cela dit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si nos idées progressent, c'est aussi parce que sur ce sujet-là, bah, on dit clairement les choses. On n'est pas là à faire effectivement du sans-frontiérisme, du je ne sais quoi, qui, je le répète, est en fait dans l'intérêt du MEDEF avant tout. Et du MEDEF, d'un patronat qui, d'ailleurs, alors c'est ça qui est amusant. Tu as des types, ils tiennent des exploitations agricoles, ils embauchent des Marocains sans papier et ils votent RN. Voilà, c'est magnifique. Comme ça, tu as vraiment la double peine, la peine politique et la peine économique. Oui, ce que je disais à certains jeunes, comme tu dis, sans frontiéristes, que quand on est en accord avec le syndicat du patronat européen, qu'on a loupé une porte quelque part, il doit y avoir une erreur. Je te posais la question de Sarah Wagenknecht, aussi parce que elle est la compagne d'Oscar Lafontaine. Oscar Lafontaine, qui fut un des appelants au plan B, plan A, plan B, en Europe, avec l'époque Varoufakis, Zoé Constantopoulou, Stefano Fassina, et donc des gens de gauche différentes. Stefano Fassina, c'est pas exactement la même chose que Zoé Constantopoulou, ou la même chose que Oscar Lafontaine, mais qui mettaient comme point premier à toute action, quelle qu'elle soit, souveraine et de gauche, eh bien, soit le changement radical de l'Union européenne, plan A, soit la sortie, plan B. D'ailleurs, c'était l'introduction du programme de 2017, écrit par Jean-Luc Mélenchon. Et ce L'avenir qui en est commun. intéressant, c'est qu'elle semble rester sur cette... comme Zoé Constantopoulou, comme Stefano Fassina, ils semblent être restés, et elle semble rester sur quelque chose qui parle de plus en plus, alors étonnamment, qu'il a l'air de parler plus aux Allemands qu'aux Français. Ça ne provoque pas la peur panique
que ça semble encore provoquer auprès des différents électorats français. Ou peut-être je me trompe. Voilà, je veux avoir ton avis sur ce point précis-là qui est, encore une fois, le sine qua non. Je ne pourrais pas te dire concrètement ce qu'il en est de la réaction des Allemands, mais il y a une chose qui me paraît logique vu ce que tu viens de dire, c'est qu'en Allemagne même, les mouvements de travailleurs, de grève, etc., très importants, se multiplient. Je veux dire, les Allemands, les travailleurs allemands voient quand même à un moment donné les conséquences de ces politiques funestes, qui d'ailleurs, au passage, ont débouché sur de grandes mobilisations aussi contre la guerre. Il y a eu de très très grandes manifestations, mobilisations contre la guerre, parce que justement, et d'ailleurs si on regarde bien, l'Allemagne, c'est pas le pays le plus va-t-en-guerre au sein de l'Union européenne, hein. Nous, on a pire avec notre dirlo. Et donc, ce que tu dis ne m'étonne pas forcément. Alors après, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que l'Allemagne a profité dans un premier temps de cet ordolibéralisme qu'elle a mis en place concrètement. Sauf que voilà, bah, d'une part, ça a appauvri malgré tout ses travailleurs, hein. On se souvient des fameux emplois à 1 € de l'heure, je ne sais quoi, mis en place d'ailleurs par le brave Gerhard Schröder, soit dit en passant. Un Comme travailleur sur 5 d'habitude. est pauvre en Allemagne. Ouais, voilà, comme d'habitude, surtout en Allemagne de l'Est, encore une fois. Et puis d'autre part, en plus de ça, comme il y a eu effectivement, parce que fuite de guerre, etc., l'arrivée de migrants qui fuyaient la catastrophe en Syrie. D'ailleurs, petit clin d'œil à ceux qui ont apprécié le changement géopolitique en Syrie, hein. On espère qu'ils apprécieront le nouveau gouvernement qui vient d'arriver. En fait, là encore, en Allemagne, il y a eu la même Il est politique. démocratique et inclusif. Ce n'est pas gentil. Tout à fait, surtout inclusif, hein, ça on s'en doute, on n'a aucun doute dessus. Et finalement, il y a eu en Allemagne exactement ce qui se passe à l'heure actuelle en France, je dirais avec 10 ans d'avance, 10 ans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2015, 1 million de Syriens fuyaient la guerre, sont arrivés en Allemagne, et à partir de là, ça a créé une énorme pression sur l'écrasement des salaires. Alors, pas les Syriens eux-mêmes, bien sûr, comme d'habitude, encore une fois, il fallait les aider, les accueillir, et ça a été plutôt pas trop mal fait. Mais voilà, le problème, c'est que le patronat allemand en a profité pour bien sûr foutre en concurrence les travailleurs allemands qui, malgré tout, ont un niveau de rémunération supérieur à la moyenne de l'Union européenne, ce qui est assez logique d'ailleurs. Et donc, ça ne m'étonne pas ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle en Allemagne, parce que l'Allemagne, de surcroît, au-delà de ça, et ça tu l'as dit, c'est que premier grand mouvement de migration en Europe, c'est quand même au sein de l'Union européenne. Ce sont les travailleurs des pays d'Europe de l'Est, de Roumanie, de Bulgarie, qui d'ailleurs ont définitivement intégré l'espace Schengen là, au 1er janvier dernier, hein, signalons-le. Donc voilà, en fait, c'est ça qui se passe. Et l'Allemagne, on le sait, elle, ce qu'elle a voulu, c'est reconstituer une espèce de. Enfin, quand je dis l'Allemagne, je parle des gouvernements bourgeois allemands. Ils ont voulu reconstituer une grande Mitteleuropa. Europa. Ça n'a pas changé leur projet. C'est pouvoir contrôler cet espace central autour de la Slovaquie, de la Tchéquie, de la Hongrie, etc. Et qui s'étendent, si besoin, jusqu'à l'Ukraine, soit dit en passant. Ça rappelle de jolis projets passés. Mais voilà, donc, et ça, les travailleurs allemands commencent à en sentir de plus en plus les effets. Voilà. Ok. Quelle est votre, pour terminer, quelle est votre actualité? Qu'est-ce que vous allez faire dans un avenir proche? D'abord, notre ligne prioritaire, c'est aller aux entreprises et y retourner et retourner et retourner. Là, je ne peux pas y aller là parce que normalement j'y vais, mais pour 11h30, là, je ne pourrais pas parce que bon, on avait une émission à faire, ce qui était déjà une très bonne chose, hein. Merci pour l'invitation. Mais nous allons, Avec grand plaisir. nous ciblons 1, 2 entreprises importantes dans chaque département où on va vendre notre journal, on distribue les tracts. On a un très bon accueil. On a un très, très bon accueil. D'abord parce que c'est le paradoxe, parce qu'on n'est pas connu. Quand on est connu, ça suscite de plus en plus une sorte de, comment dirais-je? Une sorte de reste de gilets jaunes. N'oublions pas que les gilets jaunes, c'était l'idée qu'ils dégagent tous. On en a ras-le-bol des mêmes têtes, et cetera. Mais ça, l'esprit gilet jaune, il est encore là. Et quand on va voir les travailleurs, ils prennent très volontiers nos tracts.
Et alors, on y va clairement sur notre acte, hein, on n'hésite pas, hein, on dit clairement quelles sont nos mesures, etc. Donc ça, quoi qu'il arrive, ça reste notre politique prioritaire. Bien entendu, nous préparons une initiative probablement en vue du 29 mai prochain. Enfin, 31 mai, ce sera parce que ce sera le samedi. Les 20 ans du non, c'est fondamental. Et d'ailleurs, je crois que c'est d'autant plus fondamental que même le gouvernement, même Macron en ont conscience. C'est peut-être passé inaperçu, mais il y a 2 semaines, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a répondu à une question d'un média qui s'appelle Off Investigation, pardon. Et le journaliste Fabien Rive interpelle Sophie Primas en disant bon, alors il y a un problème parce que les Français sont contre la destruction, enfin la réforme des retraites, c'est la destruction, sont contre le Mercosur, contre la réforme des retraites, et pourtant l'UE les défend à fond. Et Emmanuel Macron a dit qu'il allait consulter les Français. Alors, et la question était la suivante, est-ce qu'on ne peut pas estimer que les Français devraient être consultés par référendum sur l'appartenance de la France à l'UE? Sophie Primas a été obligée de répondre à cette question. Et même François Bayrou, soit dit en passant, a fait un clin d'œil, a été obligé un peu de faire un clin d'œil. Pourquoi? Parce que Fabien Rive a posé ensuite de nouveau la question. Il se trouve que les Gilets jaunes parlent de cette question de l'UE. Donc en fait, les 20 ans du non, ça va être, et tout va être fait par le gouvernement pour étouffer, mais c'est fondamental. Parce que là, il y a le moyen de porter vraiment à travers une campagne dans laquelle nous allons nous impliquer, hein, bien plus que on appelait au boycott, nous, du scrutin européiste en 2024. Bon, ça, c'est notre. Voilà. Mais là, pour 2025, c'est vraiment l'idée de campagne. C'est vraiment l'idée de campagne pour rappeler que c'était la dernière grande victoire, il faut quand même le rappeler, la dernière grande victoire patriotique et populaire en France. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on s'est fait écraser dessus 3 ans plus tard. Donc, on insistera là-dessus. On insistera sur les 80 ans, je l'ai dit, de la sécurité sociale. Et puis nous, parce que bon, bah, nous sommes communistes, nous rappellerons également, et tu vas voir pourquoi je le dis, qu'en 1935 avait eu lieu le 7e congrès du Comintern qui avait défini la stratégie de Front populaire. Sauf que, justement, quand on regarde bien ce que disait le rapport Dimitrov à cette occasion, c'est pas tout à fait le Front populaire qui nous est proposé aujourd'hui. Et ça aussi, on le rappellera parce que la perspective politique, nous en sommes convaincus plus que jamais, c'est une alternative rouge et tricolore que nous portons certes, mais pas tout seul, et de toute façon, nous ne serions pas en mesure tout seuls de la porter. C'est une alternative rouge et tricolore qui se veut vraiment ouverte, selon la logique que je disais, patriotique, populaire, antifasciste, ça c'est aussi quand même notre credo, anti-européiste, anticapitaliste, mais c'est la seule solution si on veut construire de vrais jours heureux. De vrais jours heureux, pas ceux de Fabien Roussel. Hein. Lui, il a pris le slogan, il ne sait même pas de quoi il parle. Voilà. On a un peu une perversion de ce que tu nous dis, il y a une perversion des mots que critiquait Platon. Une perversion de la cité commence avec la perversion des mots. Alors, ils ne l'ont pas inventée, hein, elle est quand même là depuis des décennies maintenant, mais tu soulignes que les termes Front populaire ou le programme des jours heureux, en fait, sont dévoyés. On prend le mot, mais ce qu'il contient est bien moins radical, sinon révolutionnaire, que ce que défendait le Front populaire et le programme des jours heureux. Allez, encore 5 minutes, peut-être une dernière question sur l'international et la guerre. Est-ce que au PRCF, vous appréhendez les réactions que pourra avoir les dirigeants atlantistes de l'Union européenne face à ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire un risque de défaite lourde de Kiev et visiblement un Donald Trump qui a décidé d'aller fouetter d'autres chevaux, content des billes qu'ils ont pu ramasser déjà sur l'Union européenne avec cette aventure malheureuse. Oui, bah là, je crois que la situation s'éclaircit davantage, encore qu'on le savait déjà. Ça risque d'être un grand échec pour Zelensky. D'ailleurs, alors attention, cela dit, hein, parce qu'il y a eu une première proposition de plan qui a été repoussée par Sergei Lavrov, hein, qui disait que c'était inacceptable dans la mesure où, pour l'instant, du moins, Trump n'a pas renoncé au fait qu'un jour l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN d'ici 20 ans, notamment. Donc ça, c'est inacceptable hein, pour la Russie, on s'en doute. Bon, quand même, ce qui est certain, c'est que de toute façon, les Zelensky, on le voit, il se démultiplie, il est désespéré, il demande de l'aide à tout prix.
Bon, je pense que alors, est-ce que en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a intérêt à ce que la guerre s'arrête le plus vite possible, quoi qu'il arrive, et que, deuxième chose sûre, étant donné les propos de Marc Rutte et les fous qu'on a à la tête de notre pays, bah, effectivement, on a intérêt à ce que, très vite, on en arrive à des négociations de paix. Parce que malheureusement, ceux qui entretiennent la dynamique de guerre, en réalité, eh bien, ce sont l'OTAN et les gouvernements au sein de l'Union européenne. À partir du moment où le Parlement européen, par exemple, enfin, le dit Parlement européen, avait voté en septembre dernier une résolution qui bah, appelle qui autorise la livraison d'armes qui pourraient frapper directement le sol russe, des armes françaises et britanniques, c'est nous qui entretenons la guerre. Donc c'est pour ça, au passage, qu'en réalité, nous, notre slogan, c'est l'argent pour les salaires, pas pour la guerre aussi, ça c'est notre slogan. C'est une façon de mobiliser les travailleurs pour faire en sorte que très vite, ça s'arrête du côté de l'Est, on l'espère, hein, en tout cas, de ce point de vue, et que justement, ça permet de faire le lien entre ce qu'on disait, Marc Rutte, qui, veut réduire les dépenses de santé, ou le fait qu'il y avait eu ce fameux plan il y a 2 ans de 413 milliards d'euros pour la modernisation des armées. Donc nous, ce que l'on espère effectivement, c'est que la guerre s'achève le plus vite possible. Il y aura négociation. De toute façon, c'est inévitable, ou alors c'est la conflagration nucléaire, c'est au choix. C'est au choix. C'est pour ça que je dis que le vrai problème, c'est en fait de notre côté, enfin de notre côté, du côté Oui, il des peut y avoir une dirigeants de... capitulation sans condition. Hein. À force de Mais pourquoi pousser pas? Kiev à... On peut avoir une défaite, juste. Ça arrive aussi dans l'histoire. Ah bah, de toute façon, si Zelensky était à peu près cohérent, mais là aussi, il m'a l'air tout autant, comment dirais-je, siphonné que Macron et toute sa clique, bah, il négocierait très vite. Parce que effectivement, plus il tardera à négocier, plus les Russes risquent d'avancer et plus les Russes seront en position de force. Seront en position de force, sachant que quoi qu'il arrive, il y a un truc que la Russie n'abandonnera jamais, ça c'est sûr, c'est la Crimée. C'est absolument impossible. La Crimée, c'est Sébastopol, c'est l'accès à la mer Noire, c'est empêcher les États-Unis de pouvoir s'implanter du côté de la mer Noire définitivement. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura la nécessité, parce qu'il faut quand même rappeler que tout est parti de Crimée en 2014. Hein. C'est ça hein, le point de départ, c'est pas 2022. Donc, à partir du moment où il n'y aura pas un accord définitif sur ces points-là, et notamment la question de la Crimée, bah, la Russie, elle continuera. Et effectivement, il y a des chances que plus elle progresse et plus elle mette l'Ukraine et l'OTAN dans un sacré embarras. Oui, bien, merci beaucoup, Fadi. Merci d'être venu sur Fréquence Populaire, nous avoir exposé Merci pour l'invitation. pourquoi vous considériez que le nouveau Front Populaire n'avait pas réellement une politique de gauche et en quoi consistait pour vous la gauche. Quelles étaient les étapes pour mener les combats et, bref, et tout ce que vous faites. Eh bien, on vous réinvitera avec grand plaisir, et en particulier pour Merci pour parler l'invitation. de de cette commémoration, de cette victoire populaire du dernier référendum qui a été soumis aux Français en mai 2005. Et Merci bien sûr, encore. la victoire contre le nazisme pour les 80 ans, les 8 et 9 mai Oui, prochains. non, bien évidemment, bien évidemment. Voilà, Beaucoup de commémoration, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup c'est moi. et bien, à très bientôt. À bientôt, merci encore.